Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme prévu et comme il a été défini, le second cycle, donc dans cette chronique 45 petit 2. Donc, nous avons traité précédemment le cycle français, donc la pensée métaphysique de Lénine et de ses différentes influences. Donc, influence française d'abord, la Révolution de 1789, d'autres penseurs, j'ai traité précédemment. Et nous en arrivons, bien entendu, dans cette chronique, en l'occurrence, au cycle allemand. Alors, puisque la France a été incontournable dans son domaine d'expertise et de recherche que Lénine a pu entreprendre, il serait, je dirais, injuste de ne pas traiter également le cycle allemand, rempli, je dirais, de foisonnement intellectuel, de réflexion et de débat d'idées. Alors, effectivement, les ingrédients, je dirais, dont la présence, voire même la fusion est précipitée, donneront l'idéologie, à savoir la religion, la philosophie, la science, voire même la gnose, et surtout l'esprit révolutionnaire, qui se sont présentés tour à tour en France, mais jamais, au grand jamais, ensemble, jamais dans l'état de pureté qui permet la combinaison, la fameuse combinaison dont les Allemands ont bel et bien le secret. Alors en Allemagne, au contraire, ils coexistent, et on peut dire que la fusion s'opère dans le creuset de la pensée seulement, car la Révolution, qui est le moment du grand œuvre, l'Allemagne l'a manqué malheureusement, laissant à la Russie le soin de réunir le modèle politique français et le modèle intellectuel allemand, et de parfaire ainsi l'idéologie. Car il est important de définir, justement dans cette chronique en l'occurrence, l'étape allemande qui introduit plus directement, je dirais, à notre sujet que l'étape française, parce que les conditions qu'offre l'Allemagne par rapport à la France ressemblent à celles qu'offrira plus tard la Russie par rapport à l'Allemagne. Et surtout, parce que c'est d'Allemagne et sous forme allemande qu'ont été importés en Russie les matériaux intellectuels qui ont servi à construire l'idéologie sous sa forme russe. Ah, la grande culture européenne. Et je suis sérieux quand je dis cela. Nous en arrivons effectivement à la crise religieuse et à la réception de la science moderne, s'opère en Allemagne comme en France, mais dans des conditions tout à fait différentes. Je prends un peu la différence qu'il peut y avoir entre Rousseau et Kant. Pourtant, l'un s'inspirant de l'autre, mais avec sa spécificité. Alors, par une voie détournée, la spiritualité luthérienne, tout d'abord, avec cette conception que Luther avait des fastes de l'Église catholique, a médité, réfléchi sur le vrai message du Christ et sur le fait d'être proche, finalement, au fond, des damnés de la terre et des oubliés, et qui pourtant avait fait passer les éléments affectifs et, je dirais, personnels devant le dogmatique, et incitait la spéculation, cette spiritualité n'invitait pas, je dirais, à une vue calme et pacifiée des choses divines. Alors, soyons honnêtes également, et n'ayons pas peur de le mentionner, et à tout égard, comporte cette conception, au contraire, le trouble et l'angoisse à l'état permanent. Le simul peccator et justus
luthériens, ainsi que la tendance à faire du tourment spirituel un critère de foi, et je dirais sans aucun doute, sans aucun embâge, une des sources de Dostoïevski. Personne radicalement corrompue par le péché et sans consistance ontologique est comme anéanti dans l'événement de la justification où vient inévitablement se substituer à elle de manière forensique. Bref, le Christ salvateur, le Christ en nous. Mais comment conférer un statut rationnel à ce qui est, je dirais, donné comme une expérience existentielle, ineffable? Le sujet, forensiquement, sauvé par le Christ, est donc tenté d'expliciter cet événement par une doctrine également forensique, capable, dirons-nous, d'étayer la personne et de satisfaire son désir naturel de savoir. En somme, de redoubler au plan objectif et discursif la justification ineffable et de soulager du même coup le tourment de la croix mystique en demandant raison à un fatalisme tragique universel dont le principe soit inhérent au monde et à l'histoire et qui soit rationnellement pénétrable. C'était ouvrir grande la porte à une nouvelle invasion gnostique. Alors, pourquoi je commence avec Luther? Parce que Luther a ouvert la voie d'une réflexion sur ce que j'appelle le dogme établi et institutionnalisé. Nous allons passer de Luther à Hegel, à Kant, et effectivement à Schopenhauer, et à d'autres penseurs plus révolutionnaires qui ont effectivement influencé Lénine. Maintenant, il y eut en effet dans l'Allemagne du XVIe siècle et du XVIIe siècle une extraordinaire poussée illuministe, théosophique, à quoi se mélangent l'alchimie, l'astrologie, la parapsychologie et l'occultisme, bien entendu. Chez Paracelse, Valentin Weigel, chez Bohm, le père de la philosophie germanique, le fameux hermétisme alexandrin des traditions néoplatoniciennes se combine bizarrement avec la mystique rhénane médiévale, la fameuse cabale juive et la foi réformée. Cette nouvelle gnose n'est pas moins luxuriante que la gnose alexandrine, mais le nom, ou je dirais le roman gnostique, subit un infléchissement propice aux futures sécularisations. Dieu a un devenir, et ce devenir passe nécessairement par le monde. Bref, l'humanité devient un lieu de passage obligé de l'histoire divine, puisque c'est, on pourrait dire, à travers elle que le divin parvient à la conscience de soi. Cette fameuse conscience, me direz-vous, cette conscience de soi, c'est en l'homme qu'elle se produit. Et sans quoi la gnose, on pourrait qualifier connaissance, qui est également reconnaissance d'un déjà là, présent, immanent, incontournable, qu'on qualifierait de salut. Alors dans cette optique, l'homme est moins sauvé que salvateur, et Dieu moins salvateur que sauvé. Cette intuition qui remonte à Eckhart, à Bohm, sera au cœur de la philosophie romantique. Or ce Dieu, tant plus que moins à se confondre avec le cosmos magique de cette renaissance, avec une nature où tout se trouve en correspondance, en interaction, nature animée d'une vie et dotée d'une âme. On penche ainsi vers un panthéisme d'orientation biologique et évolutionniste qui obsède la pensée allemande de Bohm à la, je dirais, Weltanschauung organique. Et finalement,
nous pouvons y voir également la trace de Oettinger et de Schelling. Il suffit, je dirais, donc d'une perte du sens de la transcendance, pourtant si fort chez Luther, pour que l'homme devienne le seul dépositaire de l'esprit, sujet et objet du salut, salvandus et salvator. Indissociablement, je dirais, ce recentrement sur le sujet, voire même sur le subjectif, trouve dans le piétisme son expression absolument religieuse. Alors le piétisme, me direz-vous, comment pouvons-nous le qualifier? Je le définirais comme un mouvement international auquel on peut, je dirais précautionneusement, rattacher le quiétisme de Madame Guillon, par exemple, ou d'Antoine Bourignon, le Suédois Swedenborg, l'Anglais Wesley, et sans aucun doute quelques aspects de Jean-Jacques Rousseau. Mais en Allemagne, où il a son centre, il opère une mutation radicale de la spiritualité luthérienne. Au lieu que ce soit la foi seule, sola fide, qui fonde la justification et qui juge la piété, c'est à l'inverse la piété qui juge la foi et assure directement, finalement, au fond, la justification. Les piétistes réclament le concours du sentiment, ouvrent les écluses au liquide caché du cœur, comme dit l'un des maîtres de Gottfried Arnold, vers 1730, l'inondation a tout emporté. Nous pouvons voir là, en ce cas d'espèce, deux aspects de ce vaste et complexe mouvement qui doit non seulement nous interpeller, mais surtout nous intéresser. D'abord, je dirais la culture du sentiment et de l'émotion, tournant parfois à l'anti-intellectualisme. Seuls les hommes simples, incultes, témoignent d'un christianisme authentique. Rappelez-vous la fameuse foi du charbonnier. Surtout s'ils sont noyés dans une communauté de masse régie seulement par ces mœurs patriarcales où ils ne songent pas à revendiquer des droits abstraits individualistes, ce qui serait finalement au fond contraire à l'idéal communiste. D'une église primitive, imaginaire, l'âme est constamment invitée à se dissoudre dans la fluidité des émotions, à vivre finalement au fond à un niveau sous-rationnel dans l'effusion, l'échange, les larmes, l'autobiographie, l'angoisse, la confession mutuelle, la confidence de tous les instants. Il faut s'exprimer coûte que coûte. Aussi, le piétisme joint-il au culte de l'amitié le culte de la femme vouée à la vie intérieure. C'est tout le pathos du roman russe qui naît ici. Alors effectivement, vous vous doutez bien que, en traitant du cycle allemand, le prochain sera inévitablement, inexorablement, inexpugnablement, je dirais, le cycle russe. Alors d'autre part, nous pouvons également en extirper l'idée de la réforme totale, transformer le monde par la transformation de l'homme, ou comme ils disent, instaurer le Reich, royaume de Dieu, mais par la méditation d'un regnum hominis. Ils sont en faire ressurgir un vieux millénarisme eschatologique. Il sera, je dirais, équivalent allemand, mais dans une religiosité chauffée à blanc, disciplinée du romantisme pré-révolutionnaire français. Il infuse non seulement la franc-maçonnerie d'Europe centrale, de mysticisme spéculatif du grand architecte et d'une ferveur incandescente. C'est ainsi que, en Souabe, dans un milieu de pasteurs illuminés, exégètes passionnés de l'écriture, s'élaborent quelques idées, formes du romanesque, notamment la théosophie de l'histoire. Bengel et Oettinger donnent un sens apocalyptique à la division de l'histoire en périodes. Ils croient l'imminence du dernier âge. Le développement n'est pas conçu comme un progrès linéaire à la manière de Condorcet, mais comme un combat dialectique des forces du bien et des forces du mal. Cette dialectique n'est pas d'essence mythique, mais historique, et à l'époque contemporaine constitue, je dirais, la période ultime.
reprise par un plan divin providentiel, est déchiffrable de l'action égoïste et particulière de l'homme. Il mêle, je dirais, recherche historique objective et activité prophétique. L'histoire devient prophétie à rebours, quête a posteriori des empreintes de Dieu. Il subordonne toute une vision centrale au sens de Jacob Boehme, où viennent se fondre médecine, jurisprudence, histoire et théologie. Il faut bien comprendre que la vision centrale s'identifie à la science universelle. Tous les hommes y participent de droit, et Dieu y parvient à une conscience totale de soi. Dieu est tout en l'homme à la fin des temps. Mais je dirais que cette vision de la fin des temps s'unit à la vision d'une société nouvelle qui sera démocratique et égalitaire. On pourrait qualifier comme ultime avatar de la prêtrise universelle de Luther, qui sera communiste, qui sera anomique, parce que l'obligation aura été rendue inutile à cause de l'abondance des biens et le droit, à cause du triomphe de l'amour. Alors, c'est en Italie, la France, la Hollande, l'Angleterre, que la science moderne a été inventée. L'Allemagne, assommée par la guerre de 30 ans, n'a rejoint l'Occident dans l'innovation qu'avec une ou deux générations de retard. En Occident, science, métaphysique et théologie avaient conclu dès le début une sorte d'alliance contre les pensées théosophiques ou gnostiques du bas Moyen-Âge. En Allemagne, par contre, le climat religieux appelait aux côtés de la théologie la spéculation philosophique et l'imagination gnostique sans séparation des genres dans une compénétration mutuelle. Puis, effectivement, la science, à son tour, fut invitée à s'intégrer. Leibniz, disciple de Paracelsien, von Helmont, Rose-Croix, et non sans lien avec Bruno et Bohème, reçoit la mathématique occidentale, à laquelle lui-même participe glorieusement, je dirais, dans une matrice de pensée pré-scientifique. Son monde est une connexion de monades où de chaque élément est conditionné par les autres, selon des règles fixes, bien entendu. Il n'est pas une somme mécanique de parties, mais tout un organique où chaque monade est à son tour un tout dynamique, ce que je qualifierais même comme un centre de force unique et vivant. Alors nous constatons effectivement en ce cas d'espèce que nous sommes apparemment proches des intuitions ésotériques, mais cette voie de vision centrale, comme j'ai pu le qualifier, au lieu d'être entrevue mystiquement comme chez Boehme, est en fait une pensée rationnellement dans un système, je dirais, qui fait entrer chaque chose dans le meilleur des mondes possibles. Ce système, ma foi, c'est le calcul divin, pensable par l'homme dans le calcul infinitésimal, qui lui permet de formuler sa propre raison, d'être dans la série infinie qui est le devenir du monde, la fameuse raison, je dirais analytique, qui peut en théorie déplier l'univers, s'introduire à l'intérieur de l'entendement divin, entrer dans sa planification totale, où le mal même trouve sa justification dans la considération du meilleur possible de cette, je dirais, harmonie. C'est déjà la solution rosicrucienne de Hegel, la rose de la raison sur la croix du présent. Alors il y aurait 1000 choses et 1000 autres choses à dire, comme par exemple chez Leibniz, il n'est cité que pour indiquer que même chez lui, et surtout après lui, le grand rationalisme professoral est constamment menacé, je dirais, d'une subversion gnostique que renforce encore le mouvement de masse du piétisme. De là, j'en arrive effectivement à l'isolement relatif de Kant, que l'on pourrait qualifier en utilisant avant l'heure l'opposition russe des slavophiles et des occidentalistes. Comme le plus occidentaliste des philosophes allemands, considéré dans son contexte franco-anglais, Kant paraît couronner l'effort séculaire de réflexion sur la science et surtout, je dirais, le rapport entre la métaphysique et la science.
Alors, à bon droit, le mettons dans la ligne de Descartes et de Hume, mais dans le contexte allemand, la question kantienne, que peut-elle avoir réellement? Comment prend-elle un autre sens devant la montée de l'exaltation confuse et de ce qu'on peut appeler avec mépris le Schwärmerei? En 1766, il publie Les rêves d'un visionnaire, qui est une réfutation détaillée des révélations de Swedenborg, le fameux Suédois. Si la métaphysique était possible, écrit-il, elle serait une science des limites de la raison humaine. Et il conclut, en citant Voltaire, occupons-nous de notre lot, allons au jardin et travaillons, ce qui est le programme de ces fameuses trois critiques. Il pense avoir définitivement triomphé, car il écrit à la fin des Prolégomènes le mysticisme qui ne peut se produire dans un siècle de lumière qu'en se dissimulant derrière une scolastique sous le couvert de laquelle il peut risquer à délirer en quelque sorte avec la raison, et qui, par voie de conséquence, est chassé par la philosophie critique de ce dernier refuge. En 1775, pourtant, le rationalisme, ultime rencontre, l'historicisme naissant et les premiers élans du romantisme national, il se produit que l'instrument intellectuel affiné par Kant est repris à d'autres fins par une pensée étrangère à l'esprit du kantisme et retournée contre lui. La fusion du rationalisme moderne et la gnose composite de la réinterprétation panthéiste ou panthéistique pour certains de Spinoza, de Leibniz, s'opère dans la génération de Herder, Fichte, Schelling et Hegel. Alors, excusez-moi, je prends pas un verre d'eau. Il n'est pas question de faire la même allusion au contenu, je dirais, dans le contenu de la philosophie romantique. Alors, disons que la raison subjectivée de Kant, franchissant les limites qu'il a de lui-même posées, celles que je traduis par le phénomène, se déploie dans le champ entier du savoir et vise finalement au fond à l'unifier. Cette raison est concrète, historique et encyclopédique, ma foi. Dans la philosophie du mécanisme, le tout était abandonné à lui-même. Elle ne pouvait le comprendre qu'en éclatant. Et c'est pourquoi la pensée française du XVIIIe siècle n'avait pu engendrer d'idéologie englobante et cohérente. La raison nouvelle, je dirais allemande, organiciste, évolutionniste, historiciste, possède déjà ce pouvoir totalisateur et synthétique qui, pendant tout le XVIIIe siècle, avait dû être demandé à l'ésotérisme, n'est-ce pas? De Schelling et surtout de Hegel, on peut dire, tour à tour, selon le point de vue auquel on se place, qu'ils opèrent une rationalisation de l'ésotérisme gnostique ou qu'ils ésotérisent le rationalisme moderne. Je dirais même qu'ils proposent des systèmes d'allure rationnelle et d'ambition totale qui s'insèrent de façon plus ou moins plausible dans le réel historique, social et naturel. Dirons-nous, de tels systèmes sont assurément en péril de dégénérer fatalement en idéologie. Donc nous y arrivons. Et pourtant, de toute évidence, Hegel, pas plus que Schelling, n'est un idéologue en soi. Le système, je dirais, embrasse dans ses larges mailles des analyses concrètes extraordinairement profondes, présentées dans un style d'une poétique ambiguïté, si bien que je dirais que Hegel a donné ou donne le plus fascinant spectacle métaphysique qu'on ait pu admirer depuis Plotin. Mais néanmoins, l'idéologie n'est pas loin. Et il est important pour le scruteur, pour le chercheur, il importe d'en repérer les étapes. Comme en France, par exemple, son parcours va de la critique de la religion à la critique politique.
Il en sera de même en Russie. Vous voyez, je dirais les attitudes peuvent être identiques, puisque les références s'appuient sur les mêmes origines. Dans les trois pays, nous pouvons constater où nous voyons ces deux critiques se lever dans la retombée d'un lent et langoureux accès de ferveur religieuse. La génération romantique allemande s'oppose de toutes ses forces à l'irreligion des Lumières. C'est en cela que les choses diffèrent. Génératrice d'une théosophie conceptualisée ou d'un mysticisme systématisé, elle se croit ardemment chrétienne. Hegel confesse lui-même son orthodoxie luthérienne. La même génération ne lance encore aucun appel à l'action politique, mais nous y arrivons, nous sommes sur le cheminement. Elle est même en retrait sur le libéralisme de Kant, par exemple. Elle est portée à idéaliser l'État prussien. À ce propos, je vous invite à lire un livre d'un penseur incontournable, qui est certes tourmenté, mais qui, à mon sens, est incontournable, qui se nomme Oswald Spengler. Bon, bien entendu, qui n'a pas lu les deux ouvrages aux éditions de la NRF sur le déclin de l'Occident. Mais il a fait un ouvrage particulièrement intéressant qui s'appelle Socialisme et prussianité. Et justement, il porte à son paroxysme la fonction sociale ou socialiste, je dirais, de la dynamique militaire de maréchaux d'empire prussiens. Très très intéressant. Je vous invite à le lire. C'est un petit opus, pas très, très épais, mais avec des informations extrêmement, je dirais, originales et incontournables. Alors, pour revenir, je dirais, à Hegel, effectivement, puisqu'il porte à idéaliser l'État prussien, en tout cas accepter philosophiquement ce qui est, le réel coïncide encore avec le rationnel, elle se contente de la liberté, de spéculer dans les limites soigneusement préservées de la République des lettres. La synthèse hegelienne se donnait pour l'accomplissement de la philosophie et aussi de la religion, car le christianisme pouvait passer pour l'exotérisme populaire de la philosophie de Hegel. À sa mort, je dirais que la synthèse se défaisait inévitablement. De même, nous pouvons classifier que les Lumières avaient commencé par une critique historique de la révélation. De même, le mouvement jeune hegelien, Strauss et Bruno Bauer, occupent une position homologue, je dirais, à celle de Richard Simon et de Spinoza et du Tractatus à la fin du XVIIe siècle. Bruno Bauer invente à ce sujet le concept d'aliénation. Vous voyez, fameuse aliénation que Karl Marx reprena bien plus tard, qui est l'illusion que quelque chose existe au-delà de la conscience de l'homme et que lui-même dépend de cette chose qui est sa propre création. Mais bientôt, c'est l'idéalisme lui-même qui est attaqué comme un mythe philosophique, doublure sécularisée du mythe chrétien. Pour Bauer, l'aliénation est alors au comble, mais l'aliénation étant totale, la libération totale est enfin possible. Bauer divise donc l'histoire universelle en deux. Avant l'histoire de l'aliénation, après la restauration de l'homme et de la liberté, le tournant de l'histoire est le siècle présent et l'imminence de la libération totale, lui donnant finalement un caractère catastrophique. La catastrophe, écrit-il à Marx, sera terrible. Ce sera nécessairement une catastrophe gigantesque. Elle sera plus grande et plus monstrueuse que celle qui accompagnera l'entrée du christianisme dans le monde. Alors, petite parenthèse. Quant à ceux qui prétendent que le marxisme n'est pas d'essence européenne, qu'il est ce que j'appelle oxymorique, qu'il est
il va à l'encontre même de la pensée européenne. Eh bien, je suis en train d'étayer, effectivement, le marxisme n'est que l'influence de tous ces éléments qui sont en train de se mettre en place et qui sont naissants. Donc le marxisme n'est pas un élément artificiel, il est bel et bien une évolution. Alors après, on peut en discuter. Là, je parle effectivement de connaissances profondes. Alors, pour continuer, peu à peu, il apparaît que la catastrophe, puisque nous sommes dans l'analyse de l'aliénation dans son sens, je dirais, primitif, je dirais qu'il faut surmonter le mythe idéaliste pour atteindre la réalité qui est sociale et politique. L'action doit faire correspondre la réalité imparfaite à la réalité éternelle de la philosophie. La raison absolue était arrivée. Sous Hegel, à la compréhension totale de la réalité par un retournement dialectique, vous voyez, la dialectique, l'aliénation, on y arrive, l'idéologie. Donc tout cela a été une évolution depuis Luther. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc je disais que sous Hegel, la compréhension totale de la réalité par un retournement dialectique, la réalité doit devenir l'accomplissement de la raison. La philosophie devient la praxis. Praxis réintroduit par Michel Clouscard dans les années 70. Mais pourquoi s'arrêter à la philosophie de l'action ? La biographie de l'esprit n'est en fait que l'histoire des hommes matériels réfléchissant sur leur aliénation matérielle. Et là, on tombe de plein fouet dans le Capital, ou dans les écrits du jeune Marx en 1845. Feuerbach, on y arrive, sort donc de la philosophie, la matière seule existe. Et les hommes s'inventent des mythes religieux pour se donner dans l'imaginaire ce qu'ils ne peuvent pas atteindre dans le réel. La science permet d'abolir l'aliénation, pense-t-il. À ce point, l'idéalisme allemand achève sa culbute et retourne aux positions de la pensée française pré-révolutionnaire, l'anti-religion, le matérialisme, l'utilitarisme. De plus, il est en mesure d'intégrer l'historicisme hegelien bien mieux dans la remise sur pied matérialiste de l'idéalisme. Cette intégration se fait tout seul, la vision romantique, je dirais, de l'histoire, l'historiosophie, se mue spontanément politique, le temps, écrit Ruge, est politique. Alors, nous en arrivons effectivement dans les années qui précèdent 1848. La pensée allemande s'échappe du milieu contrôlé de l'université pour se répandre ou s'épandre dans d'épaisses revues. À Paris, Heine, Ruge, Bauer, Marx, toute une jeune intelligentsia se politise au contact des milieux républicains et socialistes de la monarchie de Juillet. Tout est prêt pour la nouvelle synthèse marxiste. Marx est passé par les mêmes étapes que ses amis. Lui aussi est arrivé à un humanisme concret, historique et maintenant, ma foi, politique. Mais il les a dépassés. Sur un point, l'aliénation de l'homme n'a pas pour lieu la religion, ni l'État, mais bel et bien le travail. À l'historiosophie hegelienne, Marx ajoute donc la dimension économique qui n'avait pas échappé au maître d'Iéna, mais qui lui met, je dirais, au centre l'extraordinaire trouvaille de Marx est ainsi de repenser l'ancien esprit du jacobinisme à la lumière de la philosophie allemande, bref, de proposer donc une nouvelle et définitive révolution française, mais élargie par Hegel aux dimensions du cosmos et ancrée par Ricardo dans le touff de l'économie et du social. Héritier par la pensée du XVIIIe siècle français, anglais, allemand, Marx a des
solutions pour les problèmes les plus urgents du XIXe siècle. Systématiquement totalisant le marxisme, n'évite l'idéologie que par le tempérament faustien. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on peut qualifier par l'esprit magique et l'esprit faustien. Les sociétés qu'on pourrait qualifier de faustiens sont des sociétés actives qui combattent et ont la conception ou la notion chevaleresque. Et les sociétés magiques, ce sont les sociétés qui n'ont plus rien à donner, si ce n'est que d'espérer dans l'au-delà, puisque incapables de pouvoir effectuer quoi que ce soit dans l'instant présent. Je vous renvoie au deuxième volume du Déclin de l'Occident, avec sa fameuse frise, sa chronologie de l'histoire de l'incontournable livre Le Déclin de l'Occident de volume de Rosa Spengler. Bien entendu, on peut qualifier ce docteur rouge, mais bohème et dévoré d'une insatiable curiosité. Après 1848, le jeune Marx découvrait l'empirisme anglais et se donna pour but de fonder une science véritable du socialisme. Il délaissa ainsi les catégories hegeliennes, il sentit peut-être lui-même la faillite scientifique du capital, ce pourquoi il ne l'acheva pas, et retourna même vers la fin de sa vie à l'utopisme néo-jacobin de sa jeunesse. Mais quant à son ami Engels, entrepris dans l'Anti-Dühring, d'introduire le résultat que Marx estimait positif de sa recherche dans un système totalitaire et grossier de l'histoire et de la nature. Marx bénit imprudemment l'entreprise, et c'est sous cette forme régressive et simplifiée que le marxisme, et je le déplore, se répandit en Allemagne. Un cycle de pensée s'achève. Je dirais que même Leibniz avait posé l'idée du meilleur des mondes. Hegel le voyait s'accomplir dans l'histoire. Marx met cette histoire sur le champ de la liberté humaine, mais c'est en Russie que se forge l'instrument politique, et si l'on peut dire, le parti du meilleur des mondes. Alors vous voyez, je pourrais comme ça développer pendant des heures l'influence française rattrapée par l'Allemagne, et de l'Allemagne ensuite rattrapée par le jeune Lénine, donc en Russie. Je vais m'arrêter là pour ce qu'il en est de l'influence du marxisme, de sa naissance, parce que cette naissance est multiple, et également pour entreprendre dans la prochaine chronique, car je ne vais pas non plus vous assommer d'informations, mais dans la prochaine chronique, je traiterai bien entendu du cycle russe qui, à mon sens, sera le dernier historiquement de ce siècle, qu'on pourra qualifier effectivement d'éducation religieuse de la Russie par son influence allemande, et qui, dans les premières années de Lénine, ont permis de définir cette nouvelle idée qu'on appellera bien plus tard le bolchevisme. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique, donc la chronique numéro 3, la chronique 3 du volet 45. Merci et je vous dis à plus tard.